Elle est essayiste, blogueuse, romancière. Je vous demande d'accueillir Titu Lecoq. Bonjour. Alors, j'ai réussi à réduire une conférence d'1 heure à 12 minutes. Donc, je tiens à ce qu'on salue quand même cette performance. Alors, on parle beaucoup des inégalités économiques. Souvent, on parle du monde du travail. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis rendu compte que ça commençait bien, mais bien avant, dès l'enfance. Et une étude de 2021 qui montrait que les filles touchent moins d'argent de poche que les garçons en France. En moyenne, par mois, elles ont 4 € de moins. Et donc ça a été mené par une banque en ligne comme étude. Il y a eu une deuxième étude qui donnait les mêmes résultats, donc c'est quand même assez fiable. Et quand ils ont commencé à mener un peu des entretiens pour comprendre mais pourquoi est-ce que vous préférez vos garçons? Qu'est-ce qui se passe au sein des familles? Pourquoi on donne moins aux filles? Le premier élément d'explication qui est ressorti, c'est que les garçons demandent plus souvent des augmentations. Et donc, on se dit, OK, ça commence vraiment très très tôt. Il n'y a pas que le monde du travail qui est concerné. Et ça fait que c'est absolument terrible parce que donc, la moyenne, c'est 4 €. Mais comme ils demandent régulièrement des augmentations, à partir de 16 ans, la moyenne de différence d'argent de poche par mois, c'est 10 €. L'écart se creuse très très vite avant d'arriver à 18 ans. Et en fait, derrière, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça implique qu'il y a déjà un rapport différent à l'argent à partir de 10-11 ans. Et j'aime bien lier cette histoire d'argent de poche avec une autre étude que j'avais lue qui montrait en fait qui s'intéressait au degré de satisfaction que les salariés ont par rapport à leur rémunération. Donc on sait, moyenne générale, ok, les hommes gagnent plus que les femmes. Mais quand on demande est-ce que vous êtes content de votre salaire, bah, les hommes sont moins satisfaits que les femmes. Je dis, sur cette question de comment on perçoit ce qu'on mérite ou ce à quoi on a le droit, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se jouer. Et donc, ça veut dire que les femmes ne se sentent pas légitimes à demander plus, certes, mais quand on creuse un peu, c'est aussi parce qu'on a tendance à faire des comparaisons intrinsèques. C'est-à-dire que les femmes ne vont pas comparer leur rémunération ou leur carrière avec celle d'un équivalent masculin, mais avec leur mère. Et vont se dire, mais en fait, j'ai de la chance, je m'en sors bien, ça se passe bien pour moi, c'est plus difficile. Et donc, elles ne vont comparer qu'avec des femmes qui sont dans des situations plus difficiles. Donc, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête et de se dire, mais en fait, si on veut faire l'égalité, évidemment, il faut que, même à titre individuel, on sorte de ces comparaisons intrinsèques. Dans le monde du travail, alors on l'a dit, hein, on le sait, tout le monde le sait, l'écart économique, on l'explique sur 3 tiers. Hein, le temps partiel, la nature de l'emploi, ça a été dit tout à l'heure. Alors, le care, etc., moi je le mets effectivement au sens très très large parce que des RH juridiques, voilà, administratifs, tout ça rentre en fait dans le même champ. Et le dernier tiers qui est alors ça s'appelle vraiment comme ça, on ne sait quoi. Qui fait que, c'est ce qui est ressorti dans le slide d'avant, effectivement, à poste égal, carrière égale, expérience égale, et ben, une femme va être moins payée, en moyenne c'est 4%. Ce qui me paraît, quand j'ai commencé à regarder sur le sujet, ce qui me paraît important, c'est vraiment de se dire, et c'est valable pour tous les sujets féministes, il n'y aura pas une solution magique. Ça, c'est clair, on le sait. Et il y a une phrase qui m'avait frappée, qui était sur l'écologie, qui disait « L'écologie, il y a 1000 problèmes, il va falloir 1000 solutions. » Et je pense que sur l'inégalité femmes-hommes, notamment sur le volet économique, c'est exactement ça. Il va falloir 1000 solutions. Et donc, alors, il ne faut pas se décourager, hein, ça veut juste dire qu'il va falloir faire preuve de pas mal d'inventivité. Et ce qui est important, c'est de se dire, OK, sur ces 1000 problèmes, en fait, il faut aller les chercher de manière très, très concrète pour réussir à bien les analyser. Alors, moi, évidemment, je suis partisane que le congé de 2e parent qui a été allongé soit obligatoire. Il y a aussi l'idée au niveau européen, c'était Gisèle Halimi qui avait mis ça en place, qui avait formulé l'idée de l'européenne la mieux dotée. C'est-à-dire de prendre les droits des femmes dans tous les pays européens et de se dire, bah, le pays qui a fait la loi la meilleure pour les femmes, tous les autres devraient se calquer dessus. Et donc, par exemple, sur le congé 2e parent, au Danemark, le congé, en général, est mieux rémunéré si les 2 parents le prennent. Et donc, ça fait une espèce de prime en se disant, bah voilà, s'il est partagé, on va hausser le niveau du congé. Un autre point qui est important pour moi, c'est en fait, à chaque fois qu'on on fait une réforme politique, même si elle n'a pas l'air de toucher à l'égalité femmes-hommes, il faut toujours passer par ce prisme. Il y a eu la réforme du lycée.
c'est une catastrophe pour les carrières des filles. Donc la réforme du lycée, ça fait qu'il n'y a plus de filles en école d'ingénieur. Donc on avait dit tout à l'heure le chiffre de 28%, mais c'est en train de dégringoler parce que entre 2019 et 2021, le nombre de filles en sciences au lycée a diminué de 28%. Et donc si elles sont 28% de moins sur le bac, ça veut dire qu'évidemment sur les études supérieures, et là on est en train de perdre en fait un combat. Là on a aggravé la situation parce que quand la réforme du lycée a été faite, elle n'a pas été faite en pensant à cet aspect-là. Donc ça me paraît dans les choses prioritaires, il va falloir revoir ce côté-là. Il y a la transparence des salaires évidemment, mais on en reparlera après. Et après, moi j'aime bien m'intéresser à des points très concrets, genre la vraie vie des gens. Et il y a le sujet du vendredi 19h. Et donc ça a été étudié dans les entreprises, vendredi 19h. On se relâche un peu, on lâche la cravate, on discute, on boit un verre. Et donc, il y a des échanges plus informels à ce moment-là. C'est aussi le moment où on a des rapports plus personnels avec son chef, avec l'équipe. Et c'est le moment où on va apprendre des choses, en fait, sur le fonctionnement de l'entreprise. Ah, mais tu ne savais pas, il y a peut-être une restructuration qui va se faire, il paraît que machin, il va quitter son poste, etc. La question, c'est qui n'est pas là le vendredi 19h au bureau ? C'est les mères, on le sait très bien. Et ça, c'est typiquement le genre de pénalité dont elles vont souffrir en n'en ayant absolument pas conscience, qui est une vraie pénalité, mais qui est totalement invisible. Donc c'est vraiment, quand je vous dis 1000 problèmes, 1000 solutions, vendredi 19h en fait partie. Et dans les solutions possibles, ça avait été pensé, il y avait l'idée à un moment de se dire, en fait, le fonctionnement de l'entreprise devrait être fait sur une catégorie de personnes, qui serait la mère célibataire. Parce que ce qui fonctionne pour la mère célibataire fonctionnera pour tous les autres gens dans l'entreprise. Et donc, à chaque fois, de se dire, est-ce que, quand on fait cette réunion, est-ce que ça fonctionne, cet horaire de réunion, est-ce que ça fonctionne pour une mère célibataire? Et il faudrait avoir en modèle, en cadre de référence, ces femmes-là, alors qu'on a plutôt tendance à les mettre de côté, à se dire, elles se débrouilleront, hein, c'est son choix d'avoir des enfants. Hop, je vérifie. Et, ah oui, un autre point. C'est le mode de recrutement dans les entreprises. Le mode de recrutement des entreprises a tendance, notamment dans tout ce qui est justement fonction de manager, à valoriser des qualités qui sont associées au masculin. Donc ça va être le fait de prendre un peu de place, d'être un peu la grande gueule, d'oser, limite de couper la parole, de s'imposer, voilà. Et il y a quelque chose de terrible parce que c'est exactement l'inverse des qualités qui sont valorisées à l'école. Et là, il y a une dissonance entre ce que réclame le monde du travail et ce que forme l'école. À l'école, il faut être plutôt dans le soin, dans la régularité, pas faire de perturbations, etc. C'est ça qui va être valorisé. Les filles surperforment à l'école. On le sait, elles font des meilleures études que les garçons. Elles ont des moins bonnes carrières après, et c'est absolument terrible. Et en fait, c'est parce que les qualités mises en place, recherchées, ne sont pas du tout les mêmes. Donc là où les garçons vont être à l'école un peu pénalisés pour mettre du désordre, dirons-nous poliment, et en fait, ça va être valorisé dans le monde de l'entreprise. Donc il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, qui relève à la fois du monde éducatif et du monde des recruteurs, de se dire, OK, on a des biais sur ce qu'on pense être des qualités positives dans le monde du travail. Ce qui nous amène, ah oui, alors, ça c'est mon dada, le sentiment d'imposture. C'est un truc que j'entends beaucoup, ouais, mais les femmes, elles ont un sentiment, voilà, elles se sentent pas légitimes, tout ça. Et très souvent, on arrive à un truc un peu de développement personnel, de dire, oui, en fait, c'est un peu sa faute, elle manque de confiance en elle, quoi. Il faut qu'elle se booste un peu. Et en travaillant sur le sujet, le sentiment d'imposture des femmes, il vient pas de nulle part. En fait, il vient d'une perception de la réalité, qui est très souvent, on leur dira jamais, rarement, clairement, mais on considère que elles ont peut-être pas tout à fait toutes les compétences. Elles ont peut-être pas vraiment les épaules pour. Et donc ce sentiment d'imposture, il vient pas de leur tête, il ne surgit pas de nulle part. En fait, il prend racine dans une ambiance générale où elles savent que on leur fait pas complètement confiance, arriver à un certain niveau. Alors ça, c'est pour vous montrer, il y a 1000 problèmes et il va falloir 1000 solutions, y compris des solutions très concrètes et pratiques. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que le comment réduire ces inégalités est extraordinairement complexe. En fait, le pourquoi ces inégalités existent est extraordinairement simple. Et donc, j'avais posé la question à l'historienne Michèle Perrault, qui est spécialiste
l'histoire des femmes et du monde ouvrier et je lui avais demandé mais pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, Michel, dites-moi. Et elle m'a dit ah mais c'est très simple et elle avait vraiment une réponse. Et les fois on pose des questions, on se dit mais personne n'a la réponse genre. Et ben elle avait la réponse, elle m'a dit mais bien sûr mais parce que la féminité c'est le don. Et dans mon cerveau ça fait waouh, ok, allez-y, développez, Michel, dites-moi en plus. Elle a dit, mais parce qu'on a construit dans nos sociétés la féminité sur l'idée de don et que les femmes doivent donner. Elles donnent la vie, elles donnent leur lait, elles donnent du temps, elles sont dans le soin. Et donc, cette association entre féminité et don fait que, évidemment, argent pas égal don du tout. Et comme on construit, ça c'était Françoise Héritier qui l'avait montré, on construit les modèles masculins et féminins en opposition. Alors, si la féminité égale le don, ça ne veut pas dire que masculinité égale égoïsme, non. Ça veut dire que masculinité égale puissance, et dans nos sociétés, la puissance, elle l'est économique. Et donc, la féminité égale don, égale très vite gratuité, évidemment, alors que les hommes vont être dans la puissance économique. Et ça, c'est des stéréotypes qui sont hyper présents. Un chiffre là-dessus, on a eu en France, les femmes ont eu le droit de vote 23 ans avant d'avoir le droit d'entrer dans la bourse de Paris. Donc ça dit quand même quelque chose sur les acquis qu'on a réussi à obtenir. On a eu le droit de vote avant d'avoir le droit de boursicoter en bourse. Je trouve ça assez fou et je pense que ça dit quelque chose, et notamment sur le sentiment d'imposture des femmes. En fait, historiquement, il y a des raisons. Elles ont été vraiment exclues et c'est évident que cette histoire continue à peser. Et il y a une idée de une femme qui s'enrichit, elle est un peu contre nature. C'est pas totalement une vraie femme, elle n'est pas censée être comme ça. Et là, dans les solutions, je pense qu'il y a un vrai besoin de construction de rôle modèle et de changer les associations d'idées. Et en fait, si vous regardez le discours économique, il est ultra genré. Le discours économique adressé aux femmes, c'était dans les magazines féminins, ça a été pendant très longtemps dans les cours d'éducation ménagère. On apprenait aux femmes comment bien faire les soldes. Alors, les filles, il faut repérer les produits la veille du début des soldes, hyper important. Et en fait, quand on décrypte ce discours, on apprend aux femmes comment dépenser l'argent. C'était la bonne ménagère, c'est devenu la bonne consommatrice. Comment elles vont dépenser l'argent? Le discours économique qui s'adresse aux hommes, c'est jamais comment faire les soldes. C'est comment s'enrichir. Et donc, ça veut dire qu'on a une perception du rôle économique, finalement, dans les stéréotypes des hommes et des femmes qui est complètement différent. Et donc, dire aux femmes qu'elles peuvent s'enrichir, c'est déjà réussir à ouvrir quelque chose, parce que là, on a un levier sur vraiment fondamentalement les stéréotypes. Et pour revenir à l'argent de poche, donc sur les explications de différence d'argent de poche, donc les garçons demandent plus souvent des augmentations, mais on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que souvent, notamment dans la famille, les grands-parents, etc., on va demander à la petite fille, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu dis, j'aimerais bien ça, on lui fait un cadeau. Et le garçon va lui donner un billet, dire, tiens, et achète-toi ce que tu veux avec. Et là, déjà, on est en train de créer une inégalité économique entre celui qui va avoir son billet, son argent, qui peut se dire « j'économise, je le dépense, j'en fais ce que je veux, je suis libre face à ça, et j'ai le droit de posséder quelque chose d'un point de vue pécunier », et celle qui va être dans « il faut que je sois sage et gentille pour qu'on m'offre ce que je veux, et donc je dois passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre pour obtenir ce que je veux ». Et là, on est déjà en train de créer deux rapports au monde et au monde économique qui sont très différents. Je ne sais pas du tout si j'ai le temps de plus. J'ai le temps de plus ou pas? Oui. Et donc, sur ce rapport économique différent, sur pourquoi donc, les femmes, on ne leur apprend que les dépenses et pas à s'enrichir, il y a notamment cette idée de patrimoine. L'inégalité de salaire qu'on va retrouver, qui se retrouve dans les couples hétérosexuels, fait que dans le fonctionnement des couples, les femmes il y a les premières choses à payer, c'est évidemment les courses, les pots de yaourt, etc. Et ça, les deux membres du couple vont y participer. Et puis après, ça ajoute, quand on a les moyens, les plus grosses dépenses. Donc ça va être investir pour rembourser un prêt immobilier, pour l'achat de l'appartement, une maison de campagne, etc. Et là, les femmes qui ont mobilisé leur salaire sur les courses disent moi, je ne peux pas suivre sur l'achat immobilier. Et donc souvent, leur compagnon dit il n'y a pas de souci, je rembourse le prêt immobilier, je comprends. Enfin. Sauf que là, c'est un manque d'éducation financière. Toutes les dépenses ne se valent pas. Évidemment, acheter des pots de yaourt ou acheter un appartement, ça n'est pas par nature la même dépense. Il y a une des deux dépenses qui fait du patrimoine et une des deux dépenses qui permet de s'enrichir. Et en fait, il y a un système dans la manière dont la plupart des couples gèrent leur budget familial qui fait que ça va encore aggraver les inégalités et qui fait que le couple a tendance à
enrichir les hommes et à appauvrir les femmes dans un cadre hétérosexuel. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut aussi qu'on apprenne. Je pense que l'école a aussi un rôle d'éducation financière à dire, en fait, toutes les dépenses ne se valent pas. Il faut casser les stéréotypes. Les femmes ont le droit de s'enrichir et de se faire du patrimoine. Et voilà, elles restent des vraies femmes, etc. Donc voilà. Donc je dis vraiment 1000, on va dire même 10 000 problèmes, mais il y a aussi 10 000 solutions qui sont en gros à vous de les inventer. Nous, on essaye de vous donner des pistes. Bien.